Sous l'impulsion de Satya, effectivement, Microsoft est en train de se réinventer. Bon, ça a commencé déjà maintenant il y a 3 ans, parce que ça fait quand même 3 ans que Satya a pris les rênes de l'entreprise. Alors ça a diffusé relativement rapidement sur différents sujets. Je pense d'abord au sujet RH, avec des transformations culturelles assez fortes, où on a abandonné la culture du héros pour revenir plutôt à une culture du collaborateur qui travaille en équipe étendue, de façon parfois cross-organisation, donc en favorisant beaucoup, on va dire, des usages collaboratifs qu'on utilisait probablement assez mal dans le passé. Et donc le support de l'IT, c'est justement on va dire, de trouver les bonnes solutions en fonction des besoins et des usages dont les collaborateurs ont besoin. Donc on les interroge beaucoup sur le niveau d'audience, l'urgence de l'information à récupérer, le côté éphémère aussi des informations à échanger. Et donc en fait on utilise tout l'arsenal collaboratif de Microsoft pour faire ça, avec notamment des nouvelles solutions comme les groupes, Office 365 ou Teams. Et à l'IT, on a fait aussi notre propre transformation culturelle, on va dire, où en fait, cette culture du héros passé et ces anciennes façons de travailler très statiques, très en V, ont un peu explosé en vol, puisqu'au fait, aujourd'hui, alors ça va mieux en me disant, on est très DevOps et on a épousé beaucoup de méthodologies agiles, mais culturellement parlant, basé sur ce qu'a dit Satya, on fait plus vite, on n'a pas peur de se tromper, par contre, on se donne les moyens de corriger rapidement, au cas où il y aurait des erreurs. Et ça a un peu secoué les équipes. Toute cette ouverture de Microsoft, notamment sur l'open source, mais aussi sur tout un tas de systèmes qu'on avait un peu de mal à déployer, on n'avait même pas le droit de les déployer par le passé, c'est aussi un bon levier pour attirer des nouvelles populations. Alors on dit attirer les jeunes talents et les garder, qui sont deux problématiques complémentaires mais différentes. C'est un vrai levier positif. Aujourd'hui, à l'IT chez Microsoft, on développe des applications mobiles sur Android, sur iOS. C'était quasiment interdit il y a 3 ou 4 ans. On favorise beaucoup la consommation en mode self-service, dans des garages d'applications, etc., où en fait on fait aussi beaucoup d'éphémères. Donc le droit à l'erreur, le time to market très rapide des applications, une façon différente de les consommer, correspond bien aux usages qui sont très en vogue dans les générations Y, Z. Alors sur la prise de décision, déjà, elle est beaucoup plus conjointe, en incluant des personnes d'organisations très hétérogènes, beaucoup plus qu'avant. Avant, on avait le comique de répétition, de l'alignement de l'IT, des métiers, c'est un sujet qu'on a traité depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, on ramène des gens d'horizons encore un peu plus variés pour très rapidement avoir une perspective globale, 360 degrés, du projet qu'on veut faire atterrir. Et ça, c'est clé parce qu'en fait, on faisait des impasses, on ne s'en rendait pas compte. DevOps, c'est une super mentalité, c'est pas un outil DevOps, c'est une super mentalité pour effectivement faire en sorte que des gens qui ne se parlaient pas ou trop tard dans les cycles de vie des projets se parlent dès le début. Ça, c'est clé. Et c'est pas seulement Dev et Ops, c'est plus que ça pour nous. Typiquement, les projets à l'IT aujourd'hui, en fait, moi j'ai mis la filiale française en pilote sur la descente et la conception de toute la nouvelle plateforme digitale vente et marketing. On a commencé par faire une semaine d'écoute. On a fait parler des gens. En plus, on a amené des gens autour de la table qui ne se parlent pas naturellement et historiquement. On les a tous remis dans les mêmes salles, la vente, le marketing, le support, les services. Donc une semaine d'écoute. Ensuite, on est rentré chez nous, on a travaillé pendant un petit mois, on est revenu les voir en présentant une vision de ce que serait la solution. Une semaine, on remet tout le monde dans la salle, et après on est rentré chez nous, et là on a fait les premiers pilotes. C'est extraordinaire de voir que historiquement, des gens comme la vente et le marketing ne se parlaient pas. L'atterrissage de ces nouvelles plateformes permet effectivement d'avoir un objectif, une histoire, un business scénario de bout en bout, ce qui n'existait pas avant. Alors, moi, je suis énormément sollicité par à la fois les équipes marketing et les équipes de vente pour aller, comme je dis souvent, ouvrir le capot et aller expliquer un peu comment nous, à l'IT, on fonctionne pour supporter une grosse entreprise répartie, enfin, déployée mondialement avec des enjeux assez importants. Donc, et ce dont je parle, c'est effectivement le fait que l'IT chez Microsoft, c'est à la fois le laboratoire et la vitrine un peu de la maison, tout en assurant, on va dire, les opérations pour faire tourner la boutique. Mais ce dont je parle, c'est plus des changements organisationnels, culturels, stratégiques, des nouvelles visions, des nouvelles façons de travailler. Je parle plus de ça que de technologie. La technologie, aujourd'hui, alors soit elle est disponible sur étagère, sur le cloud en mode SaaS, soit on est rentré dans des modes continuous deployment, ce dont nos clients encore ont un peu de mal
on va dire, à saisir évidemment à la fois la finalité et à se mettre un peu en ordre de marche parce qu'ils pensent que, technologiquement parlant c'est compliqué. Ça l'est pas. C'est d'abord culturel, organisationnel et méthodo. Le niveau de maturité chez nos clients par rapport au cloud dans toutes ses dimensions est super variable. Il y a les DSI qui ont bien compris à la fois la promesse du cloud, encore une fois dans toutes ses dimensions, et j'y reviendrai, et qui réussissent à la vendre à leurs équipes de direction, et puis il y a ceux qui n'y sont pas. En gros, hein, ce serait un peu un tiers, un tiers, un tiers. Il y en a qui y sont, il y en a qui sont dans les starting blocks, et puis il y en a qui n'ont pas encore réussi à trouver le bon levier, on va dire. Moi, ce que je vois, c'est quand même une bonne approche de l'ensemble des DSI qui ont compris l'enjeu sur la capacité qu'on a à faire son marché, à prendre des solutions sur étagère en mode SaaS et du coup à devenir un broker de service en se focalisant, moi, DSI, sur des sujets à valeur ajoutée beaucoup plus importante pour l'entreprise et en achetant de la commodité sur étagère. Alors l'offre collaborative c'en est une, mais pas que. Hein. Nous, chez Microsoft, la plateforme de marketing, typiquement, intègre une solution SaaS qui s'appelle Marketo pour le marketing automation. On ne l'a pas refaite, on l'intègre avec notre back-office et du coup on s'est focalisé sur des sujets plus pointus. Le Modia, c'est une bonne commodité, notamment pour provisionner rapidement, pour être super agile. Sur le pass, containerisation, tout ça, je pense que les gens se cherchent, ils ne savent pas par quel bout commencer. Donc nous, on essaie de leur expliquer comment on peut cartographier et séquencer en fonction de différents critères, la criticité business des applications définies par les métiers, la complexité technique de l'application, sa capacité à évoluer ou pas, est-ce qu'elle est pérenne ou éphémère. Il y a différents critères sur lesquels nous, on a fait notre plan de séquencement, et on est à 22-23% de nos applications en pass, alors qu'on est à 60% plutôt en IaaS. Parce que parfois il faut aller vite et puis on n'a pas le temps de faire du re-engineering complet, quoi. Alors ce qu'on voit, ce qu'on ressent en termes d'évolution à court moyen terme, c'est le pass qui monte en puissance. Donc à la question quelle est la bonne stratégie, je pense qu'il faut vraiment regarder la partie pass, ce qui permet d'avoir un système d'information ouvert, agile, dynamique, notamment pour aller faire consommer de la data à l'extérieur, que ce soit de l'open data ou n'importe quoi, consommer des services à l'extérieur. Donc nos applications et les applications de nos grands clients vont passer rapidement d'un mode très statique avec des vacations comme ça, mensuelles, trimestrielles, à quelque chose qui est complètement dynamique et du coup qui supporte ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est-à-dire time to market super raccourci, consommation de data quasi en temps réel, si on parle d'informatique de gestion, pour prendre des décisions le plus vite possible. Le IaaS ne le permet pas, le PaaS le permet. La conduite du changement, c'est un bon sujet. Moi, je fais toutes mes présentations en interne et en externe, où je commence par un slide avec un camembert, où je montre que la technique, c'est 25% du projet, et la conduite du changement, c'est les 75% qui restent. Tout le monde pense le savoir, et personne n'accorde les priorités exactement comme ça. Nous, on a travaillé sur plusieurs axes. Donc, il y a un premier axe, déjà, c'est avoir des sponsors. Il faut des exec sponsors. Ça, c'est incontournable. Deuxième axe, c'est convaincre le middle management, qui parfois peut être on va dire un frein au changement, dans certains cas, et identifier les champions dans les équipes. Donc en fait, c'est vraiment à 3 étages. Les champions, c'est pas forcément la génération Y, hein, comme on le pense souvent, on dit c'est des jeunes, etc. Non, non, c'est des gens qui ont une bonne appétence au changement et à la mise en orchestre de nouvelles façons de travailler. Donc on travaille sur ces 3 axes-là, et on fait aussi, on pense que la conduite du changement, c'est tout le temps. C'est pas une fois tous les 2 ans. Donc en fait, c'est pour ça on déploie des nouveautés toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, en fonction des plateformes, en fonction des solutions dont on parle, pour que les gens soient tout le temps un peu dans cette dynamique-là. Moi, j'ai un autre sujet dont je suis ultra convaincu. Je pense que les DSI se brident parce que pensent que leurs utilisateurs ne sont pas capables d'absorber le changement. Or, ces gens-là, chez eux, ils estiment qu'ils sont mieux équipés à la maison qu'au bureau. Il y en a 85% je crois qui disent exactement ça, et qui travaillent déjà en mode agile à la maison, sans trop le savoir, quoi. Donc conduite du changement, c'est tout le temps, et c'est un vrai focus, bien plus que la plateforme elle-même, qui en l'occurrence va fournir les services pour lesquels elle est mandatée. On est pas mal préparé, on a la chance d'avoir mené des travaux très en amont sur la cartographie de nos données. Notamment sur les données personnelles identifiables, données personnelles identifiables sensibles, tout ça c'est cartographié et on plaque dessus des processus assez différents en fonction de la sensibilité des datas. On veut être le meilleur élève
par rapport à l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients et partenaires. Comme dit, on dit souvent, on ne va pas faire le journal de 20 heures s'il y a eu des fuites. On travaille en plus énormément avec les instances de régulation. Donc GDPR, pour moi, je dirais en interne chez Microsoft, on a déjà fait pas mal de workshops, on a déjà alloué les budgets qui vont bien pour modifier un certain nombre d'applications parce qu'il y a quelques travaux à mener. De ce que je ressens sur le marché, je pense qu'il y a encore des clients parmi ceux que je rencontre qui n'ont pas pris la dimension du sujet. Et il va falloir aller vite parce qu'on n'a plus qu'un an pour le faire. À la DSI de Microsoft, on est très focalisé sur plutôt le machine learning, donc le predictive analytics, ces choses comme ça. On ne travaille pas trop sur des processus plus industriels. Et on est énormément sollicité par les directions fonctionnelles, que ce soit RH, finance, vente, marketing. L'idée qui prévaut, c'est qu'on a des tonnes de données en interne. Moyennant, encore une fois, des bonnes règles sur la confidentialité, ces données-là, on peut les faire parler. Et donc aujourd'hui, on a des scénarios business super intéressants, que sont l'analyse finalement ce qu'on appelle le forecast, la prévision des ventes. On a énormément de data. On le fait en parallèle au processus classique. On a des informations aussi intéressantes qui nous permettent d'évaluer le risque concurrentiel sur des opportunités métiers, business. Donc avec aussi le calcul de la chance qu'on a de remporter l'affaire. Donc ça permet en fait, on va dire, de produire des éléments en temps réel, voire en mode notification et alerte auprès des collaborateurs pour qu'ils soient informés rapidement et qu'ils puissent prendre des décisions très rapidement. Parce qu'en fait, l'idée, encore une fois, c'est de raccourcir le cycle de décision. J'ai une opportunité business chez un client, j'ai un risque concurrentiel fort contre tel concurrent, et bien j'ai intérêt à réagir très vite. Sur notre vision et notre stratégie, Cortana va prendre une place de plus en plus importante. Encore une fois, améliorer globalement l'efficacité de l'entreprise et de ses collaborateurs, que ce soit sur une efficacité et une optimisation financière, que ce soit sur un meilleur accompagnement des clients et des partenaires sur leurs projets. Enfin, on a tout un tas de leviers, je pense à quelques leviers RH aussi, accélérer et rendre plus pertinent le cycle de recrutement. Et l'accompagnement des collaborateurs une fois qu'ils nous ont rejoints avec toute la partie relationnelle, avec le management. Donc Cortana fait définitivement partie du décor et vous verrez arriver très prochainement des projets assez sympas d'ailleurs sur le sujet, tout device confondu. Notre perception, c'est que l'intelligence artificielle et encore une fois le machine learning, c'est l'affaire de tout le monde, notamment chez Microsoft, dans l'entreprise. Alors oui, il y a des équipes de spécialistes. Il y a des data scientists, il y a des gens qui travaillent sur des algorithmes, des modèles. Mais néanmoins, l'objectif, c'est que tout le monde soit ambassadeur de ces solutions, parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, et on a une vraie conviction, c'est que la seule limite, c'est l'imagination. Donc, quelqu'un du marketing, quelqu'un de la vente, quelqu'un des services, et même les gens de l'IT, sont amenés à travailler sur ces sujets-là et à les promouvoir. Il n'y a aucun sujet qui échappe à ça. Alors il y a une bonne façon de promouvoir ça pour essayer d'ouvrir les chakras des gens, c'est de faire des hackathons. Nous, on adore les hackathons, nous sommes des très gros consommateurs d'hackathons, j'en ai mené plusieurs d'ailleurs moi-même avec quelques équipes, et en général c'est 8 personnes, sur parfois des sujets complètement délirants, ou au contraire des sujets super précis qui doivent, on va dire, répondre à un besoin d'amélioration de la performance, peut-être de la vie du collaborateur. On a même fait des trucs rigolos sur la prédiction de la disponibilité d'un Vélib autour du campus de Microsoft. Ça peut être des sujets très simples comme ça peut être des sujets plus compliqués. Moi, je pense que pour un nouveau DSI qui prendrait ses fonctions aujourd'hui dans une entreprise qui n'a pas encore bien abordé la problématique de la transformation digitale, c'est déjà de bien se connecter avec les bons décideurs, trouver des alliés auprès du comité de direction, et de commencer avec des scénarios un peu brillants, pas compliqués à comprendre, et qui résolvent des problèmes historiques de l'entreprise. Ça peut aller du machin le plus simple comme la déclaration de la note de frais sur le téléphone mobile jusqu'à potentiellement des solutions incluant un peu de machine learning et donc en incluant de l'innovation. L'Internet des objets, c'est un bon sujet. C'est comment je peux plugger de l'IoT dans mes projets, si tant est qu'il y ait un besoin dans l'entreprise. Comment je vais plugger du machine learning dans mes projets pour faire parler les données que j'ai à l'entreprise depuis des années et que je n'utilise pas alors que c'est ma richesse. C'est ouvrir les yeux. Et donc, faire des hackathons, travailler en mode DevOps, en mode agile, des petites équipes, et puis trouver des bons alliés, probablement au marketing, probablement à la finance, qu'il ne faut pas négliger. Et
Et après, augmenter la cadence, faire souvent des petites choses plutôt que de retravailler en mode V comme on faisait à l'ancienne, avec des sauts quantiques et des gros trucs à digérer. Il faut que l'IT soit un fournisseur de services toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un peu de nouveauté. Alors, il y a un sujet dont on parle souvent, c'est le shadow IT. Alors nous, chez Microsoft, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Quand j'ai pris ce job il y a 7-8 ans, ça a été mon premier chantier. C'est d'abord de mener le chantier shadow IT. C'est-à-dire identifier, sensibiliser, responsabiliser, éteindre. Et on l'a fait d'abord avec la manière douce, comme on fait souvent, puis après on a été un peu plus directif en faisant des écoutes radio sur les réseaux. Et donc on a beaucoup sensibilisé, du coup on a mis des processus en place qui fait que pour tout besoin fonctionnel qu'émettrait une direction fonctionnelle de Microsoft, ça doit passer par moi, entre autres. Il n'y a pas la capacité à contractualiser directement avec le monde extérieur dès lors qu'on va manipuler des datas. Puisque la question clé, c'est quelles data on manipule, comment on les échange et quels sont leurs niveaux de sensibilité. Donc on n'est pas nerveux, nous, là-dessus. On a mis en place des processus plutôt sympas et assez flexibles, mais néanmoins sans sens de l'humour notamment les données qui pourraient être manipulées. On a une cartographie de nos applications et des besoins, et en fonction d'un certain nombre de critères, encore une fois les données qui sont manipulées, mais ce n'est pas la seule, on prend une décision qui est d'abord, est-ce que ça existe sur étagère? Et est-ce que ça répond à un peu plus de 80% des besoins exprimés? Si oui, on fait comme ça. On prend sur étagère et on intègre. Sinon, on fait nous-mêmes, en mode passe. Mais ça passe par IT. C'est-à-dire qu'en gros, même si l'entité marketing a un besoin d'analyse particulière d'une audience pour faire des événements marketing un peu particuliers, on sera dans le jeu parce qu'on a une casquette de gardien du temple sur on va reparler GDPR, hein, sur la manipulation des données. Alors, à l'IT chez Microsoft, sur la question des objectifs à atteindre, on a aussi fait une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des tableaux de bord qui ne sont absolument plus du tout composés de métriques IT. Le taux de disponibilité de la messagerie, aujourd'hui, je m'en fous. Par contre, la vraie question, c'est la vélocité des opportunités business dans le CRM. C'est la précision de mon forecast de vente d'Xbox pour le prochain Noël. C'est plutôt des métriques comme ça. Donc nous, on a défini des objectifs mesurables, mais à atteindre conjointement avec les directions fonctionnelles. C'est pas l'IT qui a une boîte noire dans son coin et puis qui fait sa toutouille sur ses tableaux de bord. Le contrat de service qu'on passe avec les métiers, c'est comment je réduis le time to market, comment j'améliore la performance, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois financière et business de l'entreprise, et sur des critères assez précis. C'est, par exemple, combien de temps je redonne à mes forces commerciales pour qu'elles soient plutôt à l'extérieur à discuter avec les clients et les partenaires de leurs projets, plutôt qu'être au bureau en train de remplir des tableaux de bord dans tous les sens, des fichiers locaux, des machins, des trucs. Voilà, ça c'est typiquement des métriques sur lesquelles nous on s'engage, conjointement, encore une fois, avec les directions fonctionnelles. Outre le fait d'être un peu un sujet à la mode, c'est un sujet qui préoccupe et qui doit préoccuper énormément les entreprises et donc la DSI. Notre vision, elle est claire chez Microsoft, c'est que la sécurité périmétrique en mode château fort, comme on dit souvent, elle a explosé en vol. Donc c'est plus du tout le sujet. Aujourd'hui, c'est une sécurité de bout en bout. Dès lors qu'effectivement on déploie son infrastructure qui déborde dans le cloud, avec une ultra-mobilité de mes collaborateurs, une ouverture de mon système d'information à mes partenaires, à mes clients, etc., on voit bien que ça doit se diffuser partout. Donc nous, on a mis en place un certain nombre de solutions. Vous savez qu'en fait, on capture 16 milliards d'événements liés à la sécurité par jour sur l'ensemble de nos infrastructures, ce qui nous permet effectivement de déverser ça dans des data lakes et d'avoir des algorithmes type machine learning, notamment pour faire de l'anticipation, mais aussi pour nourrir les nouvelles fonctionnalités de nos produits comme Azure Threat Protection ou même Windows 10. Et donc nous, on a déployé ces solutions-là de Microsoft, hein, puisqu'en fait, encore une fois, on est la vitrine de la maison, pour avoir une sécurité de bout en bout, implémenter des solutions de conditional access, comme on dit, accès conditionné au contexte dans lequel se trouve le collaborateur et lorsqu'il formule sa requête. Et ça marche bien, c'est des sujets sur lesquels je partage beaucoup. Mais encore une fois, de bout en bout. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir comment on mesure la confiance d'une requête qui atteint le système d'information. Et pour nous, c'est pas un problème de device, c'est pas un problème d'authentification, c'est un peu tout ça. C'est 4 critères que sont quelle est l'identité de la personne, son identité et son mode d'authentification, sur quel type d'appareil elle travaille,
où elle est située à ce moment-là, éventuellement dans quel pays étranger elle est située, et à quoi elle veut accéder. Et en fonction de ces 4 critères-là, nous on mesure un niveau de confiance et on dit ok c'est bon, non c'est pas bon, ou on demande plus d'informations et on utilise ce qu'on appelle le multi-factor authentication, c'est-à-dire en gros on rappelle la personne potentiellement sur son téléphone pour être sûr que c'est bien elle si on n'a pas assez confiance. Donc c'est ce qu'on appelle l'accès conditionné en fonction de tout un contexte utilisateur. Alors cet accès conditionné est déployé sur l'ensemble des infrastructures de Microsoft. Nos clients d'ailleurs peuvent aussi en bénéficier. Ça utilise tout un tas de services, de Windows 10 à Azure, notamment le mode Azure Threat Protection et Azure Multi-Factor Authentication avec Active Directory. La prévention de la menace fait partie aujourd'hui de nos préoccupations principales et on l'injecte partout, partout, partout.